Moucharabieh, le voile architectural. Dans tout le monde islamique, de l'Afrique du Nord à l'Inde, on peut trouver cet élément architectural distinct et magnifique, le moucharabieh. C'est un écran orné et complexe de lattis en bois sculpté, généralement en saillie des étages supérieurs d'un bâtiment. Mais le moucharabieh est bien plus qu'une simple décoration. C'est un dispositif multifonctionnel magistral qui refroidit, contrôle la lumière et assure l'intimité. Une fusion parfaite de l'art et de la science environnementale. Son rôle principal est d'agir comme un filtre climatique. Les motifs ne sont pas là que pour l'apparence. Ils sont conçus pour casser la lumière directe du soleil, transformant un éblouissement intense en une douce lueur diffuse à l'intérieur. Cela réduit considérablement le gain de chaleur solaire tout en laissant entrer beaucoup de lumière naturelle. Au-delà de l'ombrage, le moucharabieh est un expert dans la gestion du flux d'air. Les petites ouvertures dans le lattice permettent aux brises de passer, assurant une ventilation constante et douce. Certaines conceptions ont poussé cela encore plus loin. On pense que le nom moucharabieh vient du verbe arabe « boire », en référence à une petite étagère intégrée à l'écran pour contenir une cruche d'eau en argile poreuse. Lorsque l'air circulait à travers l'écran et sur le pot humide, il était refroidi par évaporation, apportant une micro-brise subtilement conditionnée dans la pièce. Enfin, le moucharabieh remplissait une importante fonction sociale. Il permettait aux occupants de regarder la rue publique sans être vus, agissant comme un voile architectural qui maintenait l'intimité. L'élégance de cette technologie ancienne n'a pas été perdue pour les architectes modernes. L'interprétation moderne la plus célèbre est l'Institut du monde arabe de Jean Nouvel à Paris. Sa façade sud est recouverte de diaphragmes métalliques qui imitent les motifs de moucharabieh et s'ouvre et se ferme mécaniquement en réponse à la lumière du soleil. Il y a aussi les tours Al-Bahar à Abu Dhabi, avec un système d'ombrage dynamique commandé par ordinateur directement inspiré du moucharabieh. Ces bâtiments prouvent que les principes fondamentaux, filtrer la lumière, permettre le flux d'air et créer une barrière réactive sont plus pertinents que jamais. Orientation solaire. Bien avant les panneaux solaires, les anciens bâtisseurs maîtrisaient déjà l'art d'exploiter l'énergie du soleil. Ils ne la transformaient pas en électricité, mais ils utilisaient sa trajectoire dans le ciel comme un outil architectural invisible. C'est la science de la conception solaire passive, et c'est l'une des techniques les plus fondamentales pour créer des bâtiments confortables et éco-énergétiques. Le principe de base repose sur un fait simple. La trajectoire du Soleil est plus basse dans le ciel en hiver et plus haute en été. En comprenant cela, les architectes pouvaient concevoir des bâtiments qui accueillaient la chaleur du Soleil pendant les mois froids et rejetaient sa chaleur pendant les mois chauds. La façon la plus courante de le faire était d'orienter les principales zones de vie et les plus grandes fenêtres vers le sud dans l'hémisphère nord. En hiver, le soleil bas brillait directement à travers ces fenêtres, profondément dans la maison, réchauffant les sols et les murs, des matériaux à haute masse thermique. Comme nous l'avons vu, cette chaleur stockée était ensuite libérée lentement, gardant la maison au chaud. C'était un système de chauffage naturel gratuit. En été, lorsque le soleil est haut dans le ciel, l'histoire change. C'est là qu'intervient le génie du débord de toit. Les anciens bâtisseurs de lieux comme la Grèce et Rome construisaient des débords de toit ou des auvents soigneusement dimensionnés au-dessus de leurs fenêtres orientées au sud. En raison de l'angle élevé du soleil, ces débords ombraient complètement les fenêtres pendant la partie la plus chaude de la journée, empêchant tout soleil direct de pénétrer. Le bâtiment portait en quelque sorte une visière solaire.
Les peuples ancestraux des Pueblos ont poussé cela à un autre niveau. Ils ont construit leurs célèbres habitations troglodytes, comme celle de Mesa Verde, sous de massives corniches rocheuses orientées au sud. En été, le soleil haut était bloqué par la falaise elle-même, gardant le village dans une ombre profonde et fraîche. En hiver, le soleil bas se faufilait sous la corniche, réchauffant les structures en pierre. C'était une symbiose parfaite entre le paysage naturel et la conception humaine. Cette sagesse ancienne est le fondement absolu de la conception moderne des maisons passives, nous rappelant qu'une conception réfléchie est la première et la plus importante étape vers un bâtiment véritablement efficace. Au cœur même de la maison se trouvait un autre dispositif d'ombrage génial, la cour centrale. Dans l'architecture islamique et méditerranéenne traditionnelle, les maisons étaient tournées vers l'intérieur, organisées autour d'une cour privée à ciel ouvert. Cet espace était le poumon de la maison. Pendant la journée, les pièces environnantes restaient dans l'ombre profonde. Des fontaines ou des bassins étaient souvent placés au centre, et l'air chaud qui y entrait était refroidi à la fois par l'ombre et par l'évaporation de l'eau. La cour entraînait également une ventilation naturelle. Alors que le soleil chauffait l'air dans la cour, celui-ci montait, aspirant l'air plus frais des pièces ombragées et des rues dans la maison pour le remplacer. La nuit, le processus s'inversait. La cour ouverte rayonnait la chaleur vers le ciel nocturne clair, devenant une poche d'air frais qui se répandait ensuite dans les pièces environnantes. Cela transformait toute la maison en un organisme autorégulateur qui respire. Les leçons à en tirer sont profondes. Si vous pouvez refroidir un seul bâtiment avec la technologie, le refroidissement d'une ville entière nécessite une conception urbaine intelligente. Le modèle ancien des villes compactes et ombragées offre une alternative puissante à l'effet d'îlot de chaleur qui afflige tant de nos villes modernes. Refroidissement par évaporation. Dans les endroits les plus secs de la planète, où l'air est raréfié et la chaleur implacable, les anciennes civilisations ont découvert une sorte de magie thermique. Ils ont découvert que l'élément même qui leur manquait, l'eau, détenait le secret de la création d'une fraîcheur incroyable. C'est le principe du refroidissement par évaporation. Et les anciens Égyptiens, Perses et Indiens l'ont maîtrisé pour créer des oasis de confort. La science est belle, et c'est la même raison pour laquelle vous ressentez un frisson après être sorti d'une piscine. Lorsque l'eau s'évapore, c'est-à-dire qu'elle passe de l'état liquide à l'état gazeux, elle a besoin d'énergie. Elle puise cette énergie sous forme de chaleur de ce qui l'entoure. Ainsi, au fur et à mesure que l'eau s'évapore, elle refroidit activement la surface sur laquelle elle se trouve et l'air qui l'entoure. C'est un processus passif qui transforme littéralement la chaleur en une source de refroidissement. Les anciens Égyptiens ont utilisé cela d'une manière très simple mais efficace. Ils accrochaient des nattes de roseaux humides sur les portes et les fenêtres. Lorsque le vent chaud et sec du désert soufflait à travers le matériau humide, l'eau s'évaporait, faisant instantanément chuter la température de l'air qui entrait dans la maison. C'était essentiellement un simple climatiseur organique. Les architectes persans, comme nous l'avons vu, ont intégré cela dans leur système plus complexe, canalisant l'air d'un capteur de vent sur un bassin d'eau souterrain provenant d'un qanat. L'évaporation qui en résultait refroidissait et humidifiait l'air, le rendant beaucoup plus agréable. Mais l'application la plus époustouflante se trouve peut-être en Inde, avec ses spectaculaires puits à degrés ou baolis. Ceux-ci n'étaient pas de simples puits, c'étaient des pyramides souterraines inversées, de grandes prouesses architecturales conçues comme des centres communautaires et des refuges climatiques. Des marches descendaient sur plusieurs étages dans la terre. Le fond du puits, où se trouvait l'eau,
était beaucoup plus frais que la surface. La surface massive de l'eau, combinée à une ombre profonde, créait une vaste zone de refroidissement par évaporation. Les gens pouvaient descendre les marches pour se rassembler, socialiser et échapper à la chaleur écrasante dans un espace naturellement climatisé. La pertinence moderne est immense, surtout en tant qu'alternative à faible consommation d'énergie aux climatiseurs. Aujourd'hui, les innovateurs s'inspirent directement du passé, comme une équipe d'architectes qui a créé une installation époustouflante de tubes coniques en argile. L'eau s'écoule le long de la terre cuite poreuse, refroidissant l'air qui la traverse. Un écho direct des anciens pots de refroidissement à eau. C'est un puissant rappel que parfois, la meilleure solution est simplement d'ajouter de l'eau. Masse thermique, le pouvoir des murs épais. Après avoir exploité l'air, nous nous tournons maintenant vers l'exploitation de la puissance de la Terre elle-même. Dans des cultures totalement différentes, séparées par des milliers de kilomètres et d'années, les anciens bâtisseurs sont parvenus à la même conclusion élégante pour les climats extrêmes, construire épais. Des pueblos en adobe du sud-ouest américain aux premières maisons en briques de boue de Mésopotamie. Le principe de la masse thermique était la pierre angulaire du confort. Le concept est trompeusement simple, mais incroyablement efficace. Dans un climat chaud et sec, le plus grand défi est la variation de température entre le jour et la nuit. Une maison moderne légère chauffe rapidement, devenant un four pendant la journée, et refroidit tout aussi vite, se transformant en réfrigérateur la nuit. Les anciens bâtisseurs l'ont compris et ont utilisé des matériaux à haute masse thermique, comme l'adobe, la terre battue et la pierre épaisse, pour agir comme une batterie climatique. Voici comment cela fonctionne. Pendant la journée caniculaire, les murs épais et denses absorbent la chaleur du soleil incroyablement lentement. Il faut des heures pour que cette énergie thermique se propage jusqu'à la surface intérieure. Au moment où elle commence enfin à rayonner dans la maison, le soleil est couché et l'air extérieur se rafraîchit. Le bâtiment libère alors lentement cette chaleur stockée pendant la nuit, gardant l'intérieur stable et confortable. Le lendemain matin, les murs sont de nouveau frais, prêts à recommencer le cycle. C'est un effet de volant thermique remarquable qui atténue les extrêmes de température quotidiens. Les peuples des pueblos du sud-ouest américain étaient des maîtres en la matière. Ils ont construit leurs habitations emblématiques à partir de briques d'adobe, de la terre séchée au soleil, de l'eau et de la paille. Ces murs épais ne fournissaient pas d'isolation au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Leur magie consistait à absorber et à libérer lentement la chaleur, et non pas simplement à la bloquer. Ils ont combiné cela avec une conception intelligente, regroupant les bâtiments et construisant sous des falaises orientées au sud pour un ombrage naturel pendant le soleil d'été. Aujourd'hui, alors que nous recherchons des conceptions plus éco-énergétiques, la sagesse de la masse thermique connaît une énorme renaissance. Les architectes redécouvrent des matériaux comme la terre battue, non seulement parce qu'ils sont durables, mais aussi pour leur performance thermique supérieure. Les maisons modernes utilisent explicitement des murs massifs en pierre et en terre pour réguler la température de manière passive, prouvant que parfois la technologie la plus avancée est la terre qui se trouve sous nos pieds. L'art de l'ombre. Les anciens bâtisseurs ont compris une vérité fondamentale que les urbanistes modernes semblent avoir oubliée. La meilleure façon de faire face au soleil est simplement de s'écarter de son chemin. Avant que quiconque ne rêve de refroidissement mécanique, le système de contrôle climatique le plus sophistiqué était l'ombre. Et nulle part cet art n'a été plus magistralement exécuté que dans les villes denses et labyrinthiques du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord et de la Méditerranée.
La conception de ces vieilles villes était une réponse brillante et délibérée à un environnement brûlant. Au lieu des larges avenues écrasées par le soleil que nous construisons aujourd'hui, elles étaient définies par un réseau de rues étroites et sinueuses. Ce n'était pas le fruit du hasard, c'était une stratégie qui a évolué au fil des siècles. Les hauts bâtiments de chaque côté projettent des ombres profondes pendant la majeure partie de la journée, gardant le sol et les murs frais. Marcher dans ces canyons ombragés était nettement plus confortable, créant un microclimat plus frais pour toute la ville. Et si la meilleure façon de vaincre la chaleur montante du monde n'était pas un tout nouveau gadget high-tech, mais un ensemble d'idées ancestrales que nous avons presque complètement oubliées? Cela semble un peu fou, n'est-ce pas? Dans un monde qui semble devenir plus chaud chaque année, nous sommes devenus totalement dépendants d'une seule solution énergivore, le climatiseur. Nous dépensons des milliards pour livrer cette bataille constante, bourdonnante et coûteuse contre le soleil. Mais et si les idées les plus brillantes pour rester au frais n'avaient pas été inventées, mais qu'elles étaient là depuis des siècles, attendant d'être redécouvertes? Les anciens bâtisseurs, depuis les déserts brûlants de Perse jusqu'aux tropiques humides de l'Inde, ont été confrontés à la même chaleur brutale que nous aujourd'hui. Mais ils avaient un désavantage majeur, pas d'électricité. Et pourtant, ils n'ont pas seulement survécu, ils ont prospéré. Ils ont conçu des merveilles architecturales qui pouvaient respirer, qui se refroidissaient d'elles-mêmes et qui créaient des sanctuaires de confort dans les climats les plus extrêmes de la planète. Ce n'étaient pas de simples bâtiments, c'étaient des machines vivantes sophistiquées, conçues en parfaite harmonie avec la nature. Et maintenant, elles inspirent une révolution dans l'architecture moderne, un retour à un genre de génie oublié. Aujourd'hui, nous allons remonter le temps pour découvrir 10 de ces techniques de construction perdues. Et ce ne sont pas de simples curiosités historiques. Elles sont un plan, une feuille de route vers un avenir plus durable et véritablement plus frais qui pourrait changer fondamentalement notre façon de construire et de vivre dans notre monde qui se réchauffe. Capteur de vent, l'ingénierie du vent. Notre voyage commence au cœur de l'ancien empire perse, dans des villes comme Yazd, en Iran. Levez les yeux et vous verrez une forêt d'étranges et élégantes tours s'élever des toits. Ce sont les badjirs, ou capteurs de vent, et ils constituent l'un des systèmes de refroidissement les plus visuellement frappants et ingénieux jamais conçus. Pendant des siècles, ces choses ont fourni une climatisation silencieuse et totalement passive aux maisons et aux mosquées. Un témoignage d'une incroyable compréhension du flux d'air naturel. Le problème qu'ils avaient à résoudre était énorme. Comment rendre la vie non seulement supportable, mais confortable dans un désert aux températures caniculaires et à l'air poussiéreux? La réponse n'était pas de combattre le vent, mais de le maîtriser. Un capteur de vent est essentiellement une haute tour en forme de cheminée sur le toit avec des ouvertures face au vent. Lorsque la brise souffle, elle est captée et canalisée par une gaine vers les espaces de vie en dessous, créant un flux d'air constant et doux qui peut faire chuter considérablement la température intérieure. Mais le génie du capteur de vent perse va encore plus loin. Dans certaines des conceptions les plus sophistiquées, il fonctionne en tandem avec une autre merveille ancienne, le khanat. Les khanats sont de vastes aqueducs souterrains, des tunnels qui transportent de l'eau fraîche sur des kilomètres. Certains capteurs de vent étaient construits directement au-dessus de ces systèmes. Lorsque l'air chaud et sec du désert est canalisé par la tour, il passe au-dessus de l'eau fraîche. Cela déclenche un puissant refroidissement par évaporation. L'air cède sa chaleur à l'eau, devenant significativement plus frais et un peu plus humide avant même d'entrer dans la maison. Le résultat est une brise rafraîchissante et naturellement conditionnée.
sans une seule pièce mobile. Dans certaines conceptions, la tour agit même comme une cheminée solaire. Le côté de la tour tourné à l'opposé du vent chauffe sous le soleil. Cela réchauffe l'air à l'intérieur de cette partie du conduit, le faisant monter et sortir, créant une différence de pression qui attire activement l'air plus frais vers le bas dans le bâtiment. Il crée sa propre ventilation même par temps calme. La redécouverte de cette technologie est profondément pertinente. Alors que les villes sont aux prises avec des températures extrêmes et des réseaux électriques mis à rude épreuve, les architectes se tournent vers le capteur de vent pour s'inspirer. Des versions modernes sont intégrées dans de nouveaux bâtiments, comme la tour éolienne de la ville de Masdar aux Émirats arabes unis, prouvant que les principes anciens peuvent ancrer les villes du futur. Les matériaux sont peut-être du béton et de l'acier moderne, mais le principe de base est identique à celui perfectionné il y a des milliers d'années. L'ingénierie du vent lui-même. Habitat souterrain. Dans certains des climats les plus extrêmes du monde, les peuples anciens ont trouvé le refuge ultime contre la chaleur, non pas en construisant en hauteur, mais en creusant vers le bas. En creusant leur maison directement dans la terre, ils ont exploité l'une des sources de température les plus stables qui soit, le sol lui-même. Des incroyables villes souterraines, de Cappadoce en Turquie, aux habitations troglodytes en Chine, l'architecture souterraine a offert une solution puissante à la vie sur une surface volatile. Le principe ici est la stabilité géothermique. Bien que la température de l'air puisse fluctuer énormément, la température de la Terre à quelques mètres de profondeur reste remarquablement constante. Dans de nombreux endroits, elle se situe juste autour de la température annuelle moyenne locale, un point de départ beaucoup plus confortable et prévisible que les extrêmes de l'extérieur. En construisant sous terre, vous enveloppez votre maison dans un immense isolant naturel. L'exemple le plus spectaculaire est la Cappadoce. Ici, des villes entières ont été sculptées dans une roche volcanique molle. Ce n'étaient pas de simples grottes, mais des communautés complexes à plusieurs niveaux avec des maisons, des cuisines, des écuries et des chapelles, toutes reliées par des tunnels. Ces habitations restaient de fraîches pendant l'été brutal et étaient protégées des vents d'hiver glacial, tout en étant un abri défendable. Aujourd'hui, les architectes revisitent cette idée. Les maisons modernes protégées par la terre exploitent les mêmes principes, mais avec une technologie contemporaine. Elles disposent souvent de grandes fenêtres orientées au sud sur le côté exposé pour capter le soleil d'hiver, tandis que les autres côtés sont enfouis dans la terre. En utilisant la masse thermique de la Terre, ces maisons peuvent réduire considérablement leurs besoins en énergie pour le chauffage et le refroidissement, dans certains cas de 80% ou plus par rapport aux maisons conventionnelles. L'élan ancestral de chercher refuge dans la Terre réapparaît comme une stratégie avant-gardiste pour construire des maisons profondément connectées à leur paysage. Effet de cheminée. La ventilation. Nous avons donc vu comment les anciens bâtisseurs pouvaient capter le vent. Mais que faisaient-ils quand il n'y avait pas de vent à capter? Dans la chaleur immobile et stagnante d'une journée calme, ils ont exploité une autre force de la nature pour créer un flux d'air. L'effet de cheminée ou effet de tirage. C'est le principe simple que l'air chaud monte et les architectes des climats chauds, en particulier dans le désert d'Iranien, ont conçu des bâtiments pour l'exploiter avec une précision chirurgicale. Vous avez probablement expérimenté l'effet de cheminée sans vous en rendre compte. C'est pourquoi la fumée monte dans une cheminée et pourquoi le dernier étage d'une maison est souvent le plus chaud. L'air chauffé devient moins dense et monte.
Si vous donnez à cet air chaud un chemin pour s'échapper à un point élevé et un chemin pour que l'air plus frais entre à un point bas, vous pouvez créer une boucle de ventilation naturelle continue. De nombreuses maisons traditionnelles du désert en Iran ont été conçues pour maximiser cela avec de hauts plafonds et un hall central qui agissait comme le moteur thermique du bâtiment. Des ouvertures étaient placées près du sol pour laisser entrer l'air plus frais, tandis que des bouches d'aération étaient placées près du plafond. Au fur et à mesure que le soleil et la vie quotidienne réchauffaient l'air à l'intérieur, celui-ci montait et sortait par les bouches d'aération hautes. En partant, il créait une légère pression négative, aspirant activement de l'air frais et plus frais par le bas. Cela pouvait être suralimenté en le combinant avec d'autres techniques, comme un capteur de vent agissant comme une cheminée solaire. Le soleil frappant la tour réchauffe l'air à l'intérieur, le faisant monter et sortir, ce qui à son tour aspire l'air plus frais dans la maison par le bas, même par une journée parfaitement calme. L'architecture moderne s'inspire largement de cela. L'Eastgate Centre à Harare, au Zimbabwe, est un exemple célèbre inspiré par les monticules auto-refroidissants des termites africaines. Le bâtiment utilise un atrium central massif qui agit comme une cheminée solaire. L'air chaud monte et est évacué par le toit, tandis que l'air frais de la nuit est aspiré à la base et stocké dans la masse de béton du bâtiment. Ce système utilise une infime fraction de l'énergie d'un bâtiment conventionnel. Certains rapports affirment que c'est moins de 10%. Cela montre comment les bâtiments peuvent respirer efficacement d'eux-mêmes. Les puits à degrés indiens. De toutes les structures anciennes construites pour vaincre la chaleur, peut-être aucune n'est aussi spectaculaire visuellement ou aussi profonde socialement que les puits à degrés de l'Inde, connus sous le nom de Baoli ou Vaves. Ce ne sont pas de simples puits, ce sont de magnifiques merveilles architecturales souterraines qui étaient des sources d'eau, des centres de vie communautaire et, surtout, de gigantesques machines de refroidissement passive. Le problème dans cette partie du monde était l'extrême fluctuation saisonnière de la nappe phréatique. Pendant la mousson, l'eau était partout, mais pendant la longue saison sèche et brûlante, le niveau de l'eau pouvait chuter de façon spectaculaire. Le puits à degrés était la solution. Les architectes ont construit de massives structures inversées, plongeant parfois à plus de 10 étages de profondeur dans la terre, avec un ensemble vertigineux d'escaliers entrecroisés. Cela permettait aux gens d'accéder à l'eau quel que soit son niveau. Mais leur fonction allait bien au-delà de la collecte de l'eau. Les puits à degrés sont devenus les cœurs frais et battants de leur communauté. En creusant profondément, ils ont créé un immense microclimat ombragé. La température stable de la Terre, combinée au refroidissement par évaporation de l'eau au fond, signifiait que l'air en profondeur pouvait être de plusieurs degrés plus frais que la surface brûlante. Ils étaient, en substance, des climatiseurs walk-in pour tout le village. Les gens se rassemblaient sur les marches fraîches pour socialiser et échapper au soleil de midi. Beaucoup ont été construits avec un art extraordinaire, avec des pavillons ornés et des sculptures complexes, les transformant de fait en temples souterrains. Le Chambaori à Abaneri est l'un des plus célèbres, une œuvre d'art à couper le souffle et un chef-d'œuvre de conception environnementale. Les idées de base sont au centre de la conception durable moderne. Accéder à la température stable de la Terre, utiliser le refroidissement par évaporation et créer des espaces communautaires confortables. Le pot ZER. Notre dernière technique nous amène de la grande échelle de l'architecture à l'échelle intime du foyer, avec une invention simple mais brillante qui montre la puissance brute du refroidissement par évaporation. Le pot ZER, originaire de l'Égypte ancienne.
Cet appareil est essentiellement un réfrigérateur qui fonctionne sans électricité. Une pièce de technologie ancienne si efficace qu'elle est encore promue aujourd'hui par des groupes humanitaires. Le Pot-Zer est un résumé parfait des principes que nous avons explorés. Ce sont deux pots poreux en terre cuite, l'un à l'intérieur de l'autre, avec l'espace entre eux rempli de sable humide. Les aliments sont placés dans le plus petit pot intérieur, qui est recouvert d'un tissu humide. Son fonctionnement est une physique pure et élégante. L'eau du sable s'infiltre dans l'argile poreuse du pot extérieur. Lorsque cette eau est exposée à l'air sec et chaud, elle s'évapore. Ce processus puise l'énergie thermique de son environnement, refroidissant activement le pot extérieur. La chaleur du pot d'intérieur est ensuite transférée au pot extérieur frais et évacuée par l'évaporation continue. Ce processus peut faire baisser considérablement la température à l'intérieur, gardant les légumes frais beaucoup plus longtemps, parfois pendant des semaines selon le climat, et rendant l'eau agréablement fraîche. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une technique de construction en soi, le principe du Pot-Zer relève du génie architectural. C'est la même science qui refroidit un bâtiment lorsque l'air passe sur une fontaine dans une cour. C'est aussi l'inspiration derrière certaines solutions de refroidissement modernes incroyablement innovantes. Une installation de refroidissement d'un cabinet d'architecture est une application directe à grande échelle de cette idée. En créant une structure en nid d'abeilles de cônes de terre cuite poreux et en y faisant couler de l'eau, ils ont créé un climatiseur low-tech magnifique et efficace. Le Pot-Zer est un puissant symbole de l'ingéniosité humaine, montrant qu'avec une compréhension profonde de la nature, même les matériaux les plus simples peuvent créer des résultats extraordinaires.